Ils ont été envoyés sans annonce officielle, sans discours solennel, sans même un communiqué interne clair. À l'époque, le monde croyait connaître les frontières de la guerre froide, des lignes tracées sur des cartes, des blocs opposés, des tensions visibles. Pourtant, loin des capitales et des caméras, un autre espace existait. Un espace sans nom, sans reconnaissance, sans existence administrative. C'est là que ces hommes ont été déployés, sur un front qui, officiellement, n'existait pas. Au départ, il ne s'agissait que de missions temporaires, des rotations courtes, présentées comme de simples opérations de soutien logistique ou d'observation technique. Les documents utilisaient un vocabulaire soigneusement choisi, aseptisé, presque banal. Aucun mot ne laissait deviner qu'il s'agissait d'un théâtre d'opérations réel, encore moins d'un champ de bataille. Pourtant, dès leur arrivée, les soldats comprirent que quelque chose clochait. Les paysages étaient trop isolés, les installations trop improvisées. Et surtout, le silence autour de leur présence était total. La nuit, le vent traversait les campements en soulevant une poussière sèche qui collait à la peau et aux vêtements. Les générateurs ronronnaient sans interruption, couvrant les bruits lointains dont personne ne parlait jamais. L'air avait une odeur âcre, mélange de carburant, de métal chaud et de terre brûlée. Certains disaient que ce silence était plus pesant que les bombardements qu'ils avaient connus ailleurs. Ici, rien ne semblait vouloir admettre leur présence. Ils n'avaient pas d'insignes visibles, pas de plaques militaires standardisées. Les uniformes variaient, parfois même absents. Administrativement, ils étaient reclassés comme personnel en déplacement. Une formulation vague, pratique, qui permettait toutes les interprétations. En cas de blessure grave ou de mort, aucune procédure claire n'était définie. Les rapports prévoyaient simplement des incidents techniques ou des interruptions de mission. Autour des feux de fortune, les conversations restaient imprudentes. On évitait les questions directes. Chacun savait que certaines réponses ne devaient pas être cherchées. On parlait du froid qui s'installait la nuit, de la fatigue qui rongeait les corps, de l'éloignement. Rarement des familles, jamais de politique. Pourtant, derrière chaque regard, une même inquiétude se lisait. Si quelque chose arrivait ici, qui en porterait la responsabilité ? Avec le temps, la tension devint palpable. Les patrouilles se multiplièrent, toujours plus longues, toujours plus éloignées du camp principal. Les cartes remises aux équipes étaient incomplètes, parfois contradictoires. Des zones entières étaient simplement laissées blanches, comme si elles n'avaient jamais été explorées. Officiellement, il n'y avait rien à signaler. Officieusement, chacun sentait que ce territoire cachait autre chose. Un matin, une unité envoyée en reconnaissance ne revint pas à l'heure prévue. La radio resta muette, les fréquences furent vérifiées, puis changées. Rien, aucun signal, aucun appel. Les heures passèrent, puis la nuit tomba. L'absence de nouvelles devint une présence écrasante. Ce n'était pas la première fois qu'un retard se produisait, mais jamais le silence n'avait été aussi total. Lorsque l'ordre de vérifier la zone fut finalement donné, il ne fut accompagné d'aucune explication, aucun mot sur les risques, aucun protocole spécifique, juste une consigne brève, presque mécanique. À ce moment précis, beaucoup comprirent que ce front invisible n'était pas seulement ignoré du public, il était aussi volontairement tenu à distance de toute responsabilité officielle. Mais jusqu'où ce silence pouvait-il aller, et que découvrirait-on en s'approchant de cette zone que personne ne voulait nommer ? L'équipe envoyée vers la zone de silence avançait lentement, comme si chaque pas risquait de déclencher quelque chose d'invisible. Le terrain devenait plus accidenté à mesure qu'il s'éloignait du camp principal. Les traces de pneus disparaissaient, remplacées par une terre durcie par le soleil et le vent. Le paysage semblait figé, presque hostile, comme s'il refusait toute présence humaine. Aucun oiseau, aucun insecte, rien qui puisse indiquer une vie ordinaire. À mesure qu'ils approchèrent des dernières coordonnées connues, une odeur étrange se fit sentir. Ce n'était pas celle de la poudre fraîche, ni celle du carburant. C'était un mélange plus diffus, métallique, presque sucré, qui donnait la nausée. Certains ralentirent instinctivement, d'autres serrèrent leurs armes sans même s'en rendre compte. Personne ne parlait. Le bruit de leurs pas et le frottement de l'équipement suffisaient à remplir l'air. Le poste avancé apparut enfin, ou plutôt ce qu'il en restait. Les tentes étaient encore debout mais ouvertes, comme abandonnées dans la précipitation. Le matériel de communication était intact. Les armes aussi. Rien ne semblait avoir été emporté.
Sur le sol, des empreintes se mêlaient dans toutes les directions, mais aucune trace claire de combat, pas d'impact de balles visibles, pas de corps, juste ce vide troublant, presque méthodique. Ils fouillèrent sur chaque recoin, appelèrent les noms, vérifièrent les alentours. Le silence leur répondit. Une radio grésilla soudainement, provoquant un sursaut collectif, mais il ne s'agissait que d'interférences. Une fréquence morte, saturée de parasites, comme si quelqu'un avait tenté de transmettre quelque chose sans jamais y parvenir. Plus ils observaient la scène, plus l'incohérence devenait évidente. Une unité entière ne disparaît pas sans laisser de traces, pas dans ces conditions, pas sans résistance. Certains commencèrent à évoquer des hypothèses à voix basse, enlèvement, évacuation secrète, erreur de coordonnées. Aucune ne tenait vraiment. Toutes supposaient un ordre, une organisation, une logique. Or ici, rien ne semblait logique. En repartant, ils remarquèrent des signes qu'ils n'avaient pas vus à l'arrivée, des marques discrètes sur certaines roches, comme des symboles rapidement gravés, trop réguliers pour être naturels, trop effacés pour être récents. Personne ne sut dire ce qu'ils signifiaient, ni s'ils avaient un lien avec la disparition. Ils furent notés dans un rapport annexe, destiné à ne jamais circuler. De retour au camp, l'accueil fut étrange. Aucun supérieur ne posa de questions détaillées. Aucun interrogatoire approfondi n'eut lieu. Le rapport fut lu rapidement, puis classé. On leur ordonna de ne plus retourner dans cette zone jusqu'à nouvel ordre. La disparition fut officiellement enregistrée comme une rupture de communication prolongée. Rien de plus. La nuit suivante, le camp ne dormit pas. Les générateurs semblaient au fond plus bruyants que d'habitude, ou peut-être était-ce simplement la tension qui amplifiait chaque son. Certains jurèrent avoir entendu des transmissions très faibles, comme des voix étouffées, portées par le vent. D'autres parlèrent de lumières lointaines, à l'horizon, qui n'apparaissèrent sur aucune carte. À partir de ce moment-là, une certitude s'imposa progressivement. Ce front invisible n'était pas seulement un lieu d'affrontement secret. Il obéissait à des règles différentes, échappant à toute logique militaire connue. Et si cette unité n'avait pas été attaquée par un ennemi identifiable, alors par quoi ou par qui avait-elle réellement été effacée ? À partir de la disparition de la première unité, quelque chose changea durablement dans le comportement des hommes stationnés sur ce front invisible. Les routines restèrent les mêmes en apparence, mais l'atmosphère se densifia. Chaque geste semblait désormais chargé d'une vigilance nouvelle, presque excessive. Les patrouilles partirent en silence et revenaient sans commentaire. Les rapports devenaient plus courts, plus vagues, comme si les mots eux-mêmes pouvaient devenir dangereux. Les ordres commencèrent à se contredire. Un jour, il fallait renforcer certaines positions. Le lendemain, réduire la visibilité, démonter des installations pourtant récentes. Des équipes étaient déplacées sans explication, parfois en pleine nuit. Ceux qui demandèrent des précisions recevaient toujours la même réponse, décision venue d'en haut. Mais cet en haut restait flou, sans visage, sans voix identifiable. Progressivement, des rumeurs circulèrent, des récits fragmentés, jamais confirmés, mais trop nombreux pour être ignorés. Certains affirmaient avoir vu des hommes ne portant aucun signe distinctif observer les camps à distance. D'autres parlaient de convois arrivant et repartant sans être enregistrés. Il y avait aussi ces histoires de soldats rappelés précipitamment, puis rayés des listes de présence comme s'ils n'avaient jamais existé. La nuit, les sens semblaient exacerbés. Le moindre craquement réveillait les dormeurs. Le vent, en s'engouffrant entre les structures métalliques, produisait des sons presque humains. L'odeur de la poussière se mêlait à celle de la sueur et de la peur, créant une sensation permanente d'étouffement. Certains commencèrent à dormir habillés, armes à portée de main, convaincus que le danger ne viendrait pas de loin, mais de l'intérieur même de ce territoire effacé. Un soir, une transmission partielle fut captée. Quelques mots seulement, déformés par les interférences, des voix superposées, impossibles à identifier. Le message ne contenait aucune information tactique, aucun appel clair à l'aide. Pourtant, tous ceux qui l'entendirent ressentirent un malaise immédiat. Ce n'était pas ce qui était dit qui inquiétait, mais la certitude que ce message n'aurait jamais dû être audible. Les techniciens tentèrent de retracer l'origine du signal. Les instruments indiquaient une zone située bien au-delà des limites officiellement définies pour les opérations, une zone censée être vide, inaccessible. Lorsqu'ils transmirent cette information, on leur ordonna de cesser toute investigation. Les données furent effacées.
Les enregistrements détruits, comme si l'on cherchait à effacer non seulement les traces physiques, mais aussi les preuves sonores de ce qui se déroulait. À partir de là, un sentiment plus grave s'installa, celui de l'isolement total. Il ne s'agissait plus simplement d'être déployé loin des regards. Il devenait évident que ce front était conçu pour absorber les pertes sans laisser de cicatrices visibles. Les hommes commencèrent à comprendre que leur survie dépendait autant de leur discrétion que de leur discipline. Certains évoquèrent la possibilité d'un retrait imminent. D'autres craignaient au contraire une escalade silencieuse, sans renfort ni reconnaissance officielle. Dans tous les cas, une question s'imposait désormais à tous. Si cette guerre n'existait pas aux yeux du monde, qu'arriverait-il lorsque la violence dépasserait ce que le secret pouvait contenir ? Le point de rupture ne fut pas annoncé par une attaque frontale, ni par une explosion spectaculaire. Il arriva de manière presque banale, dissimulé derrière une suite d'ordres contradictoires et d'attentes interminables. Une nuit, plusieurs unités reçurent l'instruction de se préparer à un redéploiement immédiat. Les coordonnées transmises ne correspondaient à aucun secteur connu. Les cartes disponibles ne montraient qu'un espace vide, sans relief, sans repère. Pourtant, l'ordre était formel. Le départ se fit dans une obscurité totale. Aucun phare, aucune communication radio non essentielle. Les moteurs étouffés semblaient en lutter contre le silence, comme s'ils risquaient à tout instant de révéler une présence qui ne devait pas être détectée. L'air était froid, presque coupant, et chaque respiration produisait une buée visible qui rappelait à tous leur vulnérabilité. En approchant de la zone indiquée, le paysage changea subtilement. Les collines s'aplatissaient, le sol devenait plus sombre, presque noir par endroits. L'odeur de la terre était différente, plus lourde, chargée d'humidité malgré l'aridité environnante. Certains euraient la sensation désagréable d'être observés, sans pouvoir identifier la source de cette impression. Les instruments ne signalaient rien d'anormal. Pourtant, les regards se multipliaient, cherchant des silhouettes là où il n'y avait apparemment rien. Ils trouvèrent des installations abandonnées. Pas des ruines anciennes, mais des structures relativement récentes, démontées partiellement, comme si quelqu'un était parti à la hâte. Des caisses vides, des câbles sectionnés, des documents brûlés de manière incomplète. Tout indiquait une évacuation précipitée, mais organisée. Aucune trace de combat direct. Encore une fois, ce même schéma dérangeant se répétait. À mesure qu'ils exploraient les lieux, des signes inquiétants apparaissaient, des marques au sol, alignées selon un motif trop régulier pour être accidentelles, des traces de pas qui ne correspondaient pas à l'équipement connu des unités déployées dans la région. Certains commencèrent à murmurer qu'il existait ici une présence antérieure, dissimulée depuis bien plus longtemps que leur propre arrivée. Puis, sans avertissement, les communications cessèrent. Toutes. Les radios devinrent muettes, les appareils de localisation affichèrent des données incohérentes. L'obscurité semblait plus dense, comme si la nuit elle-même s'était refermée sur le groupe. Les ordres ne pouvaient plus circuler. Les décisions devaient être prises sur place, sans validation, sans garantie de soutien. La tension monta brusquement. Les formations se resserrèrent. Les armes furent pointées vers des directions incertaines. Chaque bruit déclenchait une réaction immédiate. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesant davantage que la précédente. Dans cet isolement total, la certitude s'imposa. Ce front invisible n'était pas seulement tenu secret pour des raisons politiques. Il cachait quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne devait pas être découvert. Lorsque les communications revinrent enfin, brièvement, le message reçu fut court et déconcertant. Il ne contenait ni consigne claire, ni explication. Juste une phrase, répétée 2 fois, avant que le signal ne disparaisse à nouveau. Une phrase qui laissait entendre que la mission n'avait jamais dû être lancée. Mais si tel était le cas, pourquoi ces hommes se trouvaient-ils maintenant au cœur d'une zone que même leurs supérieurs semblaient non vouloir nier ? Après la coupure brutale des communications, le groupe resta immobile pendant de longues minutes, comme suspendu hors du temps. Personne ne voulait être le premier à parler, de peur de briser un équilibre fragile. Le silence n'était plus simplement l'absence de son, il devenait une pression physique, écrasant les pensées, ralentissant les gestes. Même le vent semblait s'être arrêté, laissant l'air lourd et immobile autour d'eux. Finalement, une décision fut prise, non par un ordre officiel, mais par nécessité. Ils commenceraient un repli progressif vers le camp principal en suivant un itinéraire différent de celui de l'allée.
Rester immobile dans cette zone inconnue était trop risqué. Pourtant, à peine le mouvement amorcé, des signes inquiétants apparurent. Les repères visuels semblèrent se déplacer. Des formations rocheuses observées quelques minutes plus tôt ne se trouvaient plus exactement au même endroit. Certains eurent l'impression dérangeante de marcher en cercle, malgré les indications de leurs instruments. Les instruments, justement, continuaient à fournir des données contradictoires. Les boussoles déviaient légèrement, sans raison apparente. Les systèmes de navigation affichèrent des coordonnées impossibles, parfois négatives, parfois hors de toute zone cartographiée. Les techniciens tentèrent de recalibrer les appareils, mais chaque correction semblait aggraver le problème, comme si ce territoire refusait toute tentative de mesure. La fatigue s'installa rapidement, une fatigue inhabituelle, lourde, qui ne ressemblait pas à l'épuisement physique ordinaire. Les mouvements devenaient plus lents, les réactions moins précises. Certains avaient du mal à se concentrer, oubliaient des consignes simples, perdaient momentanément la notion du temps. La sensation d'être observé s'intensifiait, bien qu'aucune présence ennemie ne se manifeste clairement. Puis vinrent les premiers incidents. Un homme trébucha sans raison apparente, se relevant avec difficulté le regard vide. Un autre affirma avoir entendu son nom prononcé à travers le bruit du vent, alors que personne n'avait parlé. Ces événements furent notés mentalement, mais jamais consignés officiellement. Il était devenu évident que certains faits ne devaient pas quitter ce lieu. Lorsque la nuit tomba complètement, le paysage sembla se refermer sur eux. L'obscurité absorbait la lumière des lampes, réduisant leur portée à quelques mètres à peine. Les ombres se déformaient, donnant naissance à des formes trompeuses qui disparaissaient aussitôt observées. Chaque pas était désormais un effort conscient, chaque décision une source de doute. À un moment, l'un des soldats s'arrêta net. Il refusa d'avancer davantage, affirmant que le chemin devant eux n'existait pas quelques secondes plus tôt. On tenta de le raisonner, puis de le forcer à reprendre la marche. Il finit par suivre, mais son regard resta fixé derrière lui, comme s'il craignait quelque chose qu'il était le seul à percevoir. Quand enfin une lueur familière apparut à l'horizon, beaucoup crurent que le pire était passé. Pourtant, à mesure qu'il s'en approchait, une nouvelle inquiétude naquit. Cette lumière ne correspondait à aucune installation connue. Ce n'était ni le camp principal, ni un poste avancé répertorié. Elle semblait trop stable, trop régulière. Et si ce qu'ils voyaient qu'on n'était pas un refuge, mais un autre piège dissimulé sur ce front que personne n'admettait encore comme réel? À mesure qu'ils avançaient vers la source lumineuse, un malaise diffus s'empara du groupe. La fatigue n'expliquait plus tout. Il y avait dans l'air une tension étrange, presque électrique, qui faisait vibrer les nerfs et brouiller les pensées. Les pas ralentirent, non par prudence tactique, mais parce que chacun sentait instinctivement que cette lumière ne signifiait pas nécessairement la sécurité. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à portée visuelle claire, ils découvrirent une installation dissimulée dans une dépression du terrain. Des structures basses, partiellement enterrées, construites pour échapper à toute observation aérienne. Aucune signalisation, aucun drapeau, aucun marquage officiel. Les matériaux semblaient non plus récents que tout ce qu'ils avaient en vue jusque-là, comme si ce site était encore en activité ou venait à peine d'être abandonné. L'intérieur révélait une organisation méticuleuse. Des salles de contrôle, des générateurs, des réseaux de câbles soigneusement dissimulés. Tout fonctionnait encore. Des écrans affichaient des données incompréhensibles pour la plupart d'entre eux, des graphiques et des relevés qui ne correspondaient à aucune opération militaire classique. Il ne s'agissait pas d'un simple poste d'observation, quelque chose de bien plus complexe avait été installé ici. Ils comprirent rapidement que cette installation ne figurait sur aucune chaîne de commandement connue. Les protocoles de sécurité ne correspondaient à aucune doctrine officielle. Les systèmes d'accès utilisèrent des codes qu'aucun d'entre eux ne reconnaissait. Pourtant, l'ensemble semblait conçu par des professionnels disposant de moyens considérables et d'une autorité suffisante pour opérer dans le plus grand secret. Plus troublant encore, ils découvrirent des traces de présence humaine récente, des repas à peine entamés, des vêtements laissés sur place, des notes griffonnées, souvent fragmentaires, évoquant des seuils, des anomalies et des événements imprévus. Ces mots revenaient sans cesse, sans explication claire. Aucun nom, aucun grade, juste des initiales, parfois barrées. À mesure qu'ils exploraient les lieux, un sentiment d'oppression s'intensifia. Certains avaient l'impression que les murs eux-mêmes absorbaient les sons, rendant chaque parole étouffée, presque interdite. Les lumières vacillaient par moments,
projetant des ombres instables qui semblaient se déplacer indépendamment des corps. La frontière entre fatigue extrême et peur réelle devenait floue. Puis ils découvrirent la salle principale, un espace plus vaste, au centre du complexe, dominé par une structure massive dont la fonction restait obscure. Elle ressemblait à une sorte de dispositif expérimental, entouré de capteurs et de câbles. Les écrans associés montraient des variations soudaines, des pics inexpliqués. Tout indiquait que cette installation n'était pas seulement destinée à observer le terrain, mais à interagir avec lui. À ce moment précis, une hypothèse jusque-là impensable commença à prendre forme. Et si ce front invisible n'était pas simplement un lieu de confrontation militaire secrète, mais le théâtre d'expériences dont les conséquences dépassaient largement le cadre d'une guerre classique? Si tel était le cas, alors la disparition des unités précédentes n'était peut-être pas une erreur ou une attaque ennemie, mais le résultat direct de ce qui se déroulait ici. Mais jusqu'où ces expériences avaient-elles déjà franchi des limites irréversibles? La découverte de l'installation transforma la peur diffuse en une angoisse plus structurée, presque rationnelle. Ce lieu n'était pas abandonné par hasard. Tout indiquait une évacuation précipitée, déclenchée par un événement imprévu. Les systèmes défonctionnaient encore, mais sans surveillance humaine. Comme si ceux qui avaient travaillé ici avaient quitté les lieux dans l'urgence ou n'avaient jamais eu l'occasion de partir. En examinant plus attentivement les données enregistrées, certains commencèrent à comprendre l'ampleur de ce qui avait été tenté. Les graphiques montrèrent des variations du champ magnétique local, des distorsions temporelles mineures, des zones où les relevés devenaient incohérents, impossibles à interpréter selon les lois connues. Ces anomalies correspondaient précisément au secteur où des unités avaient disparu les semaines précédentes. Le lien était désormais impossible à ignorer. Le silence à l'intérieur du complexe était oppressant. On n'entendait que le bourdonnement constant des machines et le souffle irrégulier des hommes. L'odeur de métal chaud et d'ozone saturait l'air, provoquant des maux de tête persistants. Certains ressentaient une pression derrière les tempes, comme si quelque chose tentait de forcer un passage à l'intérieur de leurs pensées. Les regards devenaient fuyants. La confiance mutuelle, essentielle à toute opération militaire, commençait à se fissurer. Un événement soudain rompit cet équilibre fragile. Les écrans s'affichèrent une série d'alertes, déclenchées sans intervention humaine. Des capteurs signalèrent une augmentation rapide des anomalies. Le sol vibra légèrement, presque imperceptiblement, mais suffisamment pour être ressenti par tous. Les lumières clignotèrent, puis se stabilisèrent. Quelque chose venait de se réactiver. À cet instant, une transmission automatique se lança sur les haut-parleurs du complexe. Une voix synthétique, froide, répétait un protocole d'urgence. Les mots étaient techniques, incomplets, mais un message central se détachait clairement. Le seuil avait été franchi à plusieurs reprises, et chaque franchissement avait entraîné des pertes non récupérables. Aucun détail supplémentaire, aucun avertissement sur la manière d'arrêter le processus. La panique jusque-là contenue éclata brutalement. Certains voulaient couper l'alimentation, d'autres craignaient qu'une interruption soudaine ne provoque un effondrement incontrôlable. Les ordres se contredisaient, les voix s'élevaient, le sentiment d'être pris au piège s'intensifia. Il devenait évident que rester ici plus longtemps augmentait le risque, mais partir sans comprendre pouvait être tout aussi fatal. À l'extérieur, le paysage semblait changer. À travers les ouvertures du complexe, ils apercevaient des formes indistinctes, comme des zones de flou se déplaçant lentement sur le terrain. L'air vibrait légèrement, produisant un bourdonnement grave qui résonnait dans la poitrine. Ce n'était pas une attaque conventionnelle, c'était quelque chose de plus insidieux, plus difficile à combattre. Lorsque l'un des systèmes principaux s'emballa, affichant des valeurs hors de toute échelle connue, la décision fut prise dans l'urgence. Il tenterait une neutralisation partielle, suffisamment forte pour perturber le dispositif, mais sans provoquer sa destruction totale. C'était un pari risqué, pris sans validation extérieure, sans certitude. À cet instant précis, ils comprirent que leurs actions n'auraient peut-être jamais de reconnaissance officielle, que s'ils échouaient, ils rejoindraient simplement la longue liste de ceux qui avaient disparu sur ce front invisible. Mais avaient-ils réellement le choix maintenant que le seuil semblait prêt à être franchi une nouvelle fois? La neutralisation partielle fut lancée sans compte à rebours officiel, sans confirmation extérieure, comme si le monde entier s'était déjà détourné de ce lieu. Les systèmes répondirent d'abord lentement, puis de façon erratique.
Les écrans clignotèrent, affichant des données incohérentes, des valeurs qui se chevauchaient, se contredisaient, s'annulaient. Le bourdonnement grave qui saturait l'air monta en intensité, devenant presque douloureux, résonnant jusque dans les os. À l'extérieur, le paysage sembla se déformer. Les contours perdirent leur netteté, comme vus à travers une surface instable. Certains euraient la sensation que le sol ondulait légèrement sous leurs pieds, non pas comme lors d'un tremblement de terre, mais comme si l'espace lui-même cherchait à se réajuster. L'air était chargé d'une odeur âcre, métallique, mêlée à celle de l'ozone. Respirer devenait difficile, chaque inspiration donnant l'impression d'aspirer quelque chose de lourd, d'étranger. Puis brusquement, tout s'arrêta. Le silence qui suivit fut absolu. Plus de vibrations, plus d'alarmes, plus de bourdonnement. Les machines restaient allumées, mais figées, comme suspendues dans un état intermédiaire. Pendant plusieurs secondes, personne n'osa bouger. La peur d'avoir déclenché quelque chose d'irréversible se mêlait à l'espoir fragile que le processus ait été interrompu. Lorsque les communications revinrent, elles ne provenaient pas du camp principal. Une transmission courte, cryptée, apparut sur les écrans. Aucun identifiant clair. Aucun canal officiel. Le message était bref, presque clinique. Il indiquait que l'opération devait être considérée comme terminée, que la zone serait immédiatement classée comme non accessible et que toute information relative à ce site serait intégrée à un programme de confinement permanent. Aucune mention des pertes, aucune reconnaissance des événements, aucune instruction concernant les témoins. Peu après, des unités inconnues arrivèrent sur place. Leur équipement ne correspondait à aucune force répertoriée. Leur comportement était strictement procédural, dénué de toute émotion visible. Ils prirent le contrôle du complexe sans poser de questions, sans écouter les récits. Les survivants furent séparés, interrogés brièvement, puis redéployés vers des destinations différentes, parfois sous de nouvelles identités administratives. Les rapports officiels, lorsqu'ils existèrent, parlèrent d'une mission annulée pour raisons logistiques. Les disparitions furent classées comme des erreurs de déploiement ou des incidents non confirmés. Les cartes furent mises à jour, effaçant toute trace de cette zone. Le front invisible redevint ce qu'il avait toujours été aux yeux du monde, un espace vide. Des années plus tard, certains documents partiellement déclassifiés mentionnèrent des anomalies locales et des projets interrompus. Rien de plus. Aucun détail permettant de comprendre ce qui s'était réellement produit. Pourtant, ceux qui avaient été là se souvenaient des sensations, des silences, de cette certitude troublante que quelque chose avait été ouvert, puis refermé à la hâte. Aujourd'hui encore, certaines zones restent inaccessibles, sans justification claire. Aucun conflit n'y est officiellement reconnu. Aucun mémorial n'y a été érigé. Mais parfois, des interférences apparaissent sur des fréquences oubliées. Des relevés incohérents sont détectés, puis rapidement supprimés, comme si le front qui n'existait pas n'avait jamais totalement disparu. La question demeure suspendue dans ce silence organisé. Et si ce qui a été stoppé cette nuit-là ne l'avait été que temporairement, attendant simplement que quelqu'un franchisse à nouveau un seuil que personne ne devrait jamais approcher ?